Lannou, ça se situe de l'autre côté de la place. Et au milieu de cette cité, il y a un théâtre. Et en fait, voilà, c'est un peu sur ces trois questionnements-là que j'avais envie de partir. C'est le théâtre, la cité, mais on va voir sous tous les angles, et puis le théâtre et la cité. C'est un peu les trois axes, je trouve, qui peuvent être intéressants pour pouvoir construire un échange. Je vais parler très rapidement de qui je suis, donc on pourra revenir plus longuement après sur l'histoire de la compagnie Les Anthropologues. Donc Les Anthropologues, c'est une compagnie qui aura 20 ans l'année prochaine, qui a été fondée à Montreuil et qui est spécialisée dans les arts de la rue. Quand on travaille dans l'espace public, alors on se pose des questions un peu différemment de quand on travaille dans un théâtre. Et de manière curieuse, notre compagnie, depuis 3 ans, est en résidence dans le théâtre de Lannou. Le théâtre de Lannou, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent, qui êtes allés. Oui. C'est une toute petite salle de 49 places. Et 49 places, y compris les acteurs, le personnel technique. Voilà, c'est vraiment une petite salle. Tandis que nous, les spectacles qu'on crée dans l'espace public sont des spectacles qui sont plutôt pour des jauges de 200 à 300, 500 spectateurs. Voilà, donc on se retrouve dans cette cité avec un projet qu'on a proposé à la ville de Montreuil. Jusque-là, ça avait été des compagnies qui étaient spécialisées dans le spectacle en salle, qui étaient présentes. Et nous, on est arrivé avec un projet qui à la fois programmait du spectacle en salle et qui à la fois proposait de travailler dans l'espace public. Alors pour revenir sur l'histoire du théâtre de manière globale, vous sortez d'un film qui parle du théâtre dans la cité. Et historiquement, on fait remonter le théâtre, ça vous dit quelque chose à quelle période à peu près? Historiquement. 58. Ça date de quand? Du Moyen-Âge, d'avant, d'après? L'Antiquité. L'Antiquité, on a les premières traces, en tout cas des représentations. Pour le théâtre en salle, c'est le théâtre circonscrit dans une zone, c'est le théâtre grec qui était donné en extérieur. Et puis, pour ce qui pourrait être à l'origine du théâtre dans l'espace public, en fait, c'est toutes les cérémonies qui avaient lieu à l'extérieur, et notamment les bacchanales, qui étaient les fêtes autour de Bacchus, autour comment dire, peut-être ça pouvait ressembler peut-être au carnaval, ces bacchanales. On a quelques extraits littéraires qu'on parle. Mais après le théâtre, sans doute, mais là on n'a pas de traces historiques, puisque là on avance avant l'histoire. Sans doute le théâtre date depuis Club et Homme, depuis la préhistoire. Et en fait, il y a un fondamental dans le théâtre. Qu'est-ce qui fait qu'on a théâtre? Qu'est-ce qui caractérise en fait l'acte théâtral par rapport à la vie? Et c'est la différence. Oui? Le fait que ce soit des gens qui jouent un rôle et pas de... Oui, ça tient un peu de ça. Alors des gens, mais si on réduit presque comme une définition mathématique, qu'est-ce qui est la vie et qu'est-ce qui est le théâtre? Il y a un public et des gens qui jouent un rôle. Voilà. Et si on rétrécit encore cette définition-là, il suffit qu'il y ait une personne qui soit regardée et une personne qui regarde. Et on a l'acte théâtral minimum, un regardant, un regardé. Et celui qui est regardé, en fait, est mis en scène par le regard de celui qui le regarde. Finalement, quand vous allez acheter, je ne sais pas, une baguette de pain, et puis qu'il y a quelqu'un dans la queue devant vous qui est un peu bizarre, qui est différent, qui fait tomber une pièce, et que vous commencez à vous raconter une histoire en regardant cette personne, déjà on est dans quelque chose qui est de l'ordre de
du théâtre, de la représentation. Alors là, je vais encore d'utiliser un autre terme, la représentation, on est encore dans autre chose. Donc vous comprenez ce truc-là, ce principe de base, théâtre, un regardant à regarder. Ensuite, la représentation, c'est qu'on a décidé de montrer quelque chose. Tu disais, voilà, il y a des gens qui tiennent un rôle. Donc ils savent qu'ils jouent un personnage, qui racontent une histoire, pendant que d'autres les regardent. On peut imaginer, là, quand on parlait de la préhistoire, sans doute le premier chasseur, un chasseur qui avait participé à une chasse, raconte sa chasse. En fait, il est en train déjà de faire... c'est déjà un premier acte théâtral. Et on peut imaginer, puisque quand on est humain, on est déjà dans l'acte de parole, en fait, il y a déjà l'échange et la possibilité de construire un langage. Donc l'acte théâtral, en fait, il remonte à l'origine de l'homme. Et ce qui est bien, c'est que pour le théâtre, en fait, on a besoin de rien d'autre que nos corps. On n'a pas forcément besoin pour filmer, par exemple, on a besoin d'une caméra. Pour dessiner, on a besoin d'outils, etc. Pour le théâtre. Du coup, si vous dites ça, c'est quoi pour vous la différence entre quelque chose que quelqu'un raconte et une scène de théâtre? Entre quelque chose que quelqu'un raconte, c'est-à-dire par exemple, vous avez parlé des chasseurs qui racontaient leur chasse. Ouais. Vous dites que c'est du théâtre. En fait, ça va être le regard. C'est celui qui regarde qui va transformer Imaginons que, par exemple, une bagarre éclate dans une cour de récréation, et puis que tout le monde fasse cercle autour de la bagarre. En fait, la bagarre, elle devient scénarisée d'un coup. C'est pas juste un acte qui a lieu tout seul. En fait, il y a un cercle de spectateurs, et puis la bagarre qui a lieu. En fait, ça, c'est un acte théâtral, par exemple. Voilà. Après, ce qui va faire la différence avec le théâtre tel qu'on l'imagine là, c'est qu'on va préparer, répéter un projet qui va aboutir, ce qu'on voit là dans le film, qui va aboutir à la représentation. Mais le théâtre, ça n'est pas que ça. Tout ce qui est théâtre d'improvisation, par exemple, ça rentre dans la catégorie théâtre, et ça a lieu là, maintenant, et une seule fois. Et plus jamais on aura la même chose. Et d'ailleurs, même une représentation, on a répété quelque chose, ce qui se joue là, à cet instant-là, devant ces spectateurs-là, ça n'a lieu qu'une fois. Donc en fait, la définition du théâtre, elle est un peu floue. Et même sur l'histoire des rôles, c'est Louis Jouvet qui disait ça, je sais quand j'entre en scène, je ne sais jamais quand j'en sors. C'est toute la question des rôles et du rôle qu'on interprète et comment il est mélangé avec notre propre vie. Ce que vous avez vu aussi dans l'esquive. Donc voilà, sur le théâtre, en fait, cette première définition, elle est intéressante puisque ça nous ouvre des possibles. Si on se réfère simplement à l'histoire un théâtre, eh ben, il faut des gradins, et puis une salle, et puis une scène. En fait, on enferme le théâtre dans une boîte. Et comme moi je travaille dans l'espace public, j'ai découvert qu'on peut faire du théâtre autrement qu'avec des gradins, une salle, des projecteurs. On peut travailler de jour, on peut travailler avec des contraintes qui sont différentes. Donc voilà, on a la définition du théâtre. Après, il y a finalement la définition de la cité qui m'intéresse aussi. Alors la cité, au sens grec, on parlait de l'Antiquité. C'est quoi la cité au sens grec? C'est la ville. Oui, mais la ville pour qui? Pour les citoyens. Voilà, pour les citoyens. Donc en fait, la cité, non, mais c'est intéressant, c'est l'espace où vivent les gens. Voilà. Et c'est un espace qui n'est pas un espace, comment dire, c'est un espace réglementé, avec des fonctionnements. Et en fait, la cité, c'est ça, c'est cet espace citoyen, avec des règles qui sont construites de relations entre humains. Et en fait, le théâtre, il va raconter quoi? Eh bien, il va raconter l'histoire des humains. Nos histoires du quotidien, nos rêves, voilà. D'où l'idée de la représentation, c'est-à-dire que celui qui va raconter, faire vivre une scène, va piocher des séquences de la vraie vie et il va les transposer pour les re-raconter. Le chasseur qui raconte sa première chasse, il ne va pas tout raconter.
il ne va pas raconter, sauf si ça peut faire rire le public, mais que, en fait, à sa première chasse, en fait, il avait bougé et l'animal était parti. Non, il va par exemple glorifier son attitude. Il va dire qu'il l'a eu du premier coup de lance, l'animal, alors que peut-être ils s'y sont mis à plusieurs, etc. Donc en fait, il va transposer la réalité. Dès l'instant où il la raconte, soit consciemment, soit inconsciemment, il va transformer la réalité et finalement en créer une représentation. Ouais. Alors, excusez-moi, je vais prendre peut-être la place d'un mais comme on dit, parfois on entend, il y a même ce proverbe qui dit la vie c'est du théâtre, que la vie est théâtre. Ouais. Peut-être pouvez-vous clarifier pour les élèves, finalement, la différence entre... Effectivement, dans la vie de tous les jours, on fait du théâtre parce qu'on est souvent dans la représentation de soi, et le théâtre, même dans la cité, quelle est la différence? Parce que même dans la cité, c'est aussi la représentation de là où on vit et de comment on vit. Donc, comment on peut peser les deux et les comparer? Ouais. C'est une bonne question. En fait, je ne suis pas sûr d'avoir complètement la réponse. On peut se la poser cette question d'un point de vue, comment dire, social, c'est-à-dire que celui qui vit du théâtre, qui arrive à se nourrir du théâtre, oui, donc ce qu'il fait, c'est du théâtre. Mais alors, que dire de tous les gens qui sont amateurs, qui font du théâtre et qui pour autant, cette réponse sociale, elle ne convient pas complètement. Après, il y a l'état de conscience dans lequel on fabrique le théâtre. C'est-à-dire que si je crée une scène qui, dans la perspective qu'elle soit vue par du public, on peut imaginer qu'on est dans un espace théâtral. Mais plein de règles qui semblent prévaloir, de se dire, voilà, je paye ma place, on peut faire du théâtre sans que les gens payent, on travaille dans un lieu circonscrit, ça ne l'est pas forcément. C'est répété, ça ne l'est pas forcément. Ce qui est vrai dans quasiment tous les spectacles, c'est qu'en fait, il y a quand même une préparation, même en improvisation. Ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est quelle est ton approche personnelle de la mise en scène et du théâtre. Mais pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'en fait, ça a une incidence forte, moi, sur la façon dont je me suis mis à travailler. En fait, j'ai fait des études théâtrales dans le même temps en fait, où je commençais à être acteur. Et parmi plein de sujets très intéressants, il y avait un vrai questionnement qui était par rapport aux lieux théâtraux. Qu'est-ce qui racontent ces lieux de théâtre sur la relation entre le théâtre et la cité? Par exemple, où sont les théâtres à Montreuil? À la mairie. Le grand théâtre, le CDN, il est à la mairie. Il est là depuis des années, c'était un centre dramatique pour la jeunesse. Il est place de la mairie. Et donc il est à côté. La mairie, c'est quoi? C'est la maison des citoyens. Hein? Voilà. Donc on a placé ce théâtre-là à côté de l'espace citoyen. Ça veut donc dire que, symboliquement, au niveau architectural, on décide que le théâtre est le lieu de l'expression de la parole citoyenne. Oui? Ça vous va? À certaines époques, le théâtre n'a pas forcément été construit dans la même perspective. Il y a des théâtres qui ont été construits dans d'autres espaces, dans des espaces sacrés. Si on prend le théâtre grec, il ne se situe pas dans le même contexte, même si on parle de cité. C'est l'espace de l'amphithéâtre grec, il est ouvert sur le monde, il est en lien avec les dieux. Donc c'est un théâtre qui est, pour le coup, qui est associé plus à une dimension religieuse. Et puis on se situe là encore dans des contextes où le théâtre est un art, alors qu'il y a des civilisations où le théâtre fait partie de la vie sacrée, et où la représentation, en fait, n'est pas un acte, païen, ça fait partie de la vie religieuse. Le Mahabharata, par exemple, ça raconte l'histoire des dieux, c'est un acte sacré. Même si aujourd'hui, on représente, et même en Occident, le Mahabharata. Donc, suivant l'endroit où le lieu théâtral est posé, ça va nous raconter des choses sur la cité. Et même la façon dont le lieu théâtral est conçu. Par exemple, vous êtes déjà allé à la Comédie Française ou au théâtre à l'italienne? Non. Vous voyez comment c'est fait? C'est vachement grand. Alors en fait, il y a un cylindre, qui est l'espace où il y a le public, avec des anneaux. Donc c'est les différents balcons où se situe le public. Au sol, il y a le parterre, il y a des sièges. Et puis, il y a un deuxième espace,
qui en général est un cube, qui est l'espace de la scène, avec un sous-sol qui permet de monter et descendre des décors, des cintres qui permettent de monter et de descendre des décors, et bien souvent une fosse d'orchestre qui sépare ce cube de la représentation du cylindre où se tient le public. Et ces théâtres-là sont conçus à une époque où le pouvoir en place, c'est une royauté, et les loges des rois sont sur les côtés du théâtre. Elles sont éclairées, le théâtre est éclairé, et ce qui se joue dans l'espace du public est aussi important que ce qui se joue sur scène. C'est-à-dire que le roi, sa maîtresse, les différents personnages du pouvoir politique qui vont être présents à la représentation sont vraiment en spectacle pour les autres, puisqu'ils sont au premier plan de part et d'autre du cadre de scène. Ça raconte aussi une chose intéressante, c'est que ce cube, c'est vraiment si on le dessine, c'est assez marquant, et un type comme Wagner, vous connaissez Wagner? Bien sûr. Musicien, hein, qui était, donc le grand projet était le théâtre total, global. Là, on a mon cube de scène, hein, avec le plateau, les décors en haut, les décors en bas. Ici, on va avoir une fosse. Et puis après, on va avoir le cylindre. Voilà. On dirait un cube, mais en fait, c'est un cube. Et puis là, j'ai mes gradins. Et bien, en fait, ce que ça nous raconte, un espace comme ça, c'est que le public qui est là ne peut pas aller dans cet espace-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un abîme ici au milieu, la fosse d'orchestre, que Wagner appelle l'abîme mystique, qui sépare l'espace du public de l'espace de la représentation. Je parle d'un autre lieu qui est assez intéressant, c'est les... Ça n'a apparemment rien à voir, mais ça a à voir avec la représentation du pouvoir. Il y a au Japon un certain type de jardin qu'on appelle les jardins de promenade. On connaît tous le jardin zen, mais il y a les grands jardins qu'on appelle les jardins de promenade. Il y en a un en France que vous pouvez visiter, qui est très intéressant, qui est du côté de Bordeaux, de Nantes, qui s'appelle... Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Et en fait, tout le jardin raconte une histoire, l'histoire de la vie. Et la dernière partie du jardin, c'est un lac. Et dans ce lac, il y a une grande île. Et deux îles comme ça qui sont sur le côté. Ces deux îles sont l'île de la tortue et l'île de la grue, qui sont deux animaux divins. Et puis, entre le sol et les îles, il y a un pont. Et seul l'empereur, qui descend de Dieu, a le droit de traverser ce pont. Les jardiniers, tous les gens qui peuvent entretenir les plantes sur l'île, ne peuvent que passer par le bateau, par des barques, pour aller sur l'île. S'il y a des cérémonies, on fait passer les gens sur l'île. Seul l'empereur peut traverser le pont. Mais en fait, ce pont-là, c'est ça. Ouais. Et ce que nous raconte un théâtre comme celui-ci, c'est que le pouvoir, il est détenu par une caste, et qu'on ne peut pas franchir. Il y a un abîme au milieu, et c'est infranchissable. Il y a les rois, il y a la caste des nobles, et les autres. Dans vos classes, en 1968, avant 68, le n'existait pas, il y avait des estrades sous les... Il y avait des estrades parce que le prof n'était pas la même caste que les élèves. Puis en 68, on a dit, on est ensemble, on a tombé les cravates, les profs mettent des jeans maintenant, et ils sont habillés en fait comme les élèves. Même si vous regardez leur fonction de prof. Mais toute cette question-là de la représentation, qui est là une représentation sociale, elle se pose à travers le théâtre. Et par exemple, les salles de spectacle, si vous allez au Nouveau Théâtre de Montreuil, se pose encore un problème. Il n'y a plus la fosse. On a des gradins qui courent jusqu'à la scène, et en fait le public peut descendre sur scène. Il n'y a plus de scène. Donc on a enlevé cette dimension-là, on a un théâtre plus citoyen, il est proche de la mairie. Donc on a coupé l'abîme. Voilà. Donc ce que ça raconte,
C'est qu'en fait, vous pouvez aussi vous présenter aux élections. Vous aussi, vous pouvez être élu. Vous aussi, vous pouvez avoir accès au pouvoir politique. Ça raconte ça sur notre monde. Alors, on a l'impression qu'on a atteint la liberté suprême. Sauf que, en fait, quand on travaille dans l'espace public, ce qui est mon cas, ben on se rend compte que ça joue beaucoup, cette histoire de relation de l'espace de jeu dans la construction de la relation au public. Et en fait, moi, dans les spectacles que je mets en scène, à chaque spectacle que je crée, je me pose la question suivante, c'est qu'est-ce que je veux raconter au public? Et suivant ce que je veux raconter au public, en fait, je ne vais pas placer le spectateur dans la même relation au spectacle. Et alors, il se trouve que moi, je fais des spectacles qui sont très participatifs. Et j'invite souvent les spectateurs à intégrer des temps de la représentation. Donc, soit avec un travail en amont avec certains publics. Là, c'est vraiment un spectacle participatif. On va travailler 6 mois avec... on avait monté par exemple un projet sur Rousseau. J'ai travaillé avec des groupes d'ados qui ont intégré le spectacle parmi les spectateurs. Et en fait, ils faisaient des commentaires déplacés pendant le spectacle. En fait, ils se comportaient comme Rousseau se serait comporté s'il avait assisté à une représentation. Donc on a construit cette relation-là, et du coup, ce qui était intéressant, c'est que les autres spectateurs ne savaient pas qu'il y avait parmi les spectateurs ce qu'on appelle des barons, des spectateurs qui étaient complices de la représentation. Et ils savaient d'autant moins qu'en fait, il y avait un vrai spectacle à regarder. Et, voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était cette confrontation de points de vue, parce qu'en fait, Rousseau, il a cette multiplicité de regards sur le monde, où à la fois il se met en scène, et en même temps, il abîme sa propre image en permanence. Voilà. Donc ça m'intéressait par rapport à ce spectacle-là, de raconter cette double dimension. Et puis après, il y a une dimension interactive, par exemple, sur un même spectacle. Je vais parler d'un spectacle que j'ai monté là, il y a 3-4 ans, qui s'appelle Paye ton canon. Et ce spectacle, d'ailleurs, on l'a joué, on l'a créé à la Cité de la Noue. Et puis on l'a peu tourné derrière, mais vous allez comprendre pourquoi. C'était juste avant les attentats. En fait, le début du spectacle, on fête l'anniversaire de la compagnie de spectacle. Et il y a une serveuse qui sert un coup à boire aux spectateurs qui sont venus. L'idée de Paye ton canon. Et puis, pendant que les spectateurs sont en train de boire, elle commence à raconter sa vie, qu'elle aurait aimé être actrice, qu'elle n'a pas été actrice, qu'elle est serveuse, etc. Et en plein milieu de cet apéritif, la guerre éclate. Les soldats arrivent, on entend des bruits de fusillade, des pétards, et je fais arriver vraiment des soldats avec des vraies armes qui tirent. Alors c'est des armes démilitarisées, mais voilà. Donc le public assiste à un assaut soudain, enfin en tout cas c'est des soldats qui fuient un ennemi qu'on ne voit pas. Et la situation va basculer, puisque les soldats vont essayer de sécuriser l'espace où est le public, et de créer une barricade pour les protéger de cet ennemi qui est ailleurs. Le public au début est complètement impliqué dans le spectacle, puisqu'ils boivent des coups et ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils vont être acteurs de la suite. Quand la guerre éclate, ils vont aider à disposer des barricades. Et puis ensuite, les comédiens, les personnages vont commencer à se raconter qui ils sont, d'où ils viennent, et le spectacle fait une ellipse sur peut-être 1 ou 2 ans de civils en fait, qui sont pris dans un conflit, où il y a une poche où il reste des civils, et tout autour il y a la guerre. Ce sont des situations qu'on a pu voir récemment dans l'actualité. Et quand d'un seul coup les comédiens, les personnages se racontaient, là j'ai modifié la relation publique, où j'ai créé des cercles, chaque personnage racontait son histoire, et là le public faisait cercle autour d'un personnage. Mais dans la situation d'avant, le public était lui-même acteur de la situation. Et voilà, et moi ce que je souhaitais raconter à travers cette histoire, et donc que j'ai mis en scène aussi avec les corps des spectateurs finalement, c'est comment on est tous concernés par la possibilité d'un conflit qui est déclaré soudainement. Et puis on a été un peu rattrapé par l'actualité, puisque juste derrière il y a eu les attentats de Charlie d'abord. Là on était en pleine répétition du spectacle, on l'a quand même joué, puis après il y a eu les attentats du Bataclan.
Et voilà, et les attentats du Bataclan démarrent comme notre spectacle. Donc on a un peu tous en nous cette diffusion. D'autant qu'on l'a joué en salle et ça démarrait pareil, avec des soldats qui nous rentrent dans un... Alors on avait décalé, le but n'était pas d'effrayer, de terroriser le public, parce que nos soldats étaient habillés avec des tenues qui datent des années 50, donc il y avait un certain décalage. Voilà. Et tout le spectacle, en fait, racontait le parcours d'une reporter de guerre, comment on devient reporter de guerre. Et au fur et à mesure que le spectacle se déroulait, tout basculait en noir et blanc. Les costumes des personnages qui étaient en couleur au départ devenaient noir et blanc. Et à la fin, les images qu'on voyait, c'était une photographie. Et le public était petit à petit mis à distance de l'image pour qu'il reste plus qu'au fond une photo à regarder. Et la dernière image, c'est la reporter qui franchissait la barricade et une explosion et des photos qui pleuvaient sur le public où on revoit toutes les images du spectacle photographiées. Mais là, donc, pour pouvoir raconter cette histoire, voilà, j'ai joué sur la façon dont je positionnais le public et dont j'impliquais le public dans la représentation. Et en fait, dans une salle de spectacle traditionnelle, quand j'ai joué ce spectacle-là, on a investi la salle autrement. Parce que je voulais que le public ne soit pas dans des gradins en train de regarder le spectacle. Donc en fait, on a positionné tout le public sur scène et construit la barricade sur les gradins. Ce qui fait que le public était pas à l'endroit où il est d'habitude. Et dans l'espace de la représentation. Voilà. Et c'est ça pour raconter un peu voilà, comment j'approche la représentation. C'est pour ça que je vous fais tout ce baratin avant. Parce qu'en fait, c'est des questions que je me pose en permanence avant de mettre en scène en fait, un projet. Et pour le mettre en scène, il faut que je l'écrive en même temps que je pense comment il se met en scène. Et ça, c'est une spécificité du théâtre de rue. À la différence, par exemple, de la double inconstance ou dans ce jeu de l'amour et du hasard, où en fait le texte préexiste à la représentation, mais c'est un texte qui a été écrit dans un certain contexte, en tenant compte de certains espaces. Par exemple, on a monté un spectacle en Corse sur le site d'Aléria. Aléria, c'est l'ancienne capitale romaine de Corse. Et on a joué dans le forum antique. Donc c'est un espace qui fait 30 mètres de large. Et nous, on a joué sur 22 mètres. Et pour jouer sur 22 mètres, on était 6 comédiens. Et en fait, de part et d'autre de la scène, on avait les décors et les accessoires visibles du public. Et on se changeait donc à vue dans ces espaces sur les côtés. Et puis on jouait réellement dans les 7 mètres au centre. Et on a expérimenté, mais c'était un vrai bonheur de le faire et de l'écrire, ce qu'on trouve dans certaines pièces, notamment chez Marivaux, chez Racine, où c'est « Ah, mais je le vois qui arrive !» On a cette réplique-là, « Ah, mais je le vois qui arrive !» Et puis les personnages continuent, « Bon, alors on se voit demain » et les personnages changent. Mais quand en fait on a réellement 10 mètres à parcourir ou 15 mètres à parcourir avant d'arriver au milieu de la scène, et bien en fait tout le public voit le comédien là-bas, donc le personnage peut dire « Ah, mais je le vois qui arrive, je vais me cacher ». Et la convention fait que le personnage qui lui arrive ne voit pas encore ceux qui sont sur scène. Voilà. Et bien de jouer dans un espace comme ça, ça m'a fait redécouvrir par la pratique ces répliques qui sont très bizarres à jouer. Parce que comment justifier « Ah, je le vois qui arrive » quand il est déjà à la porte. Voilà, donc en fait, même dans les textes de théâtre qu'on a aujourd'hui, qui nous restent, on a en fait des indices sur les espaces de la représentation dans lesquels ils ont été proposés. Et chez Shakespeare, par exemple, si on ne sait pas comment est fabriqué le théâtre élisabétain, dans lesquels il a travaillé, ben on ne comprend pas du tout comment sont construits les différents temps de la représentation. Donc on a parlé un peu de théâtre, on parlait de cité, le théâtre dans la cité. Alors moi, ce qui m'intéressait au théâtre de Lannou, et je vous invite à y venir le 23 décembre prochain. Le 23 décembre à 17 h, on organise la Parade des Lumières. La Parade des Lumières, c'est
c'est un spectacle déambulatoire avec des stations. Et cette année, on joue l'Odyssée. Donc le spectacle démarre par la fin de la guerre de Troie et termine par le retour à Ithaque. Et entre-temps, il y a trois stations qui racontent des moments de l'Odyssée. On ne raconte pas toute l'Odyssée, mais il y a, on raconte les Cyclopes qui arrivent des Scylla, et puis les Sirènes. Et là, vous verrez, du coup, comment on a pu travailler sur ce projet-là. On a travaillé en amont avec des habitants, et pour créer ce qui était les marionnettes, il y a beaucoup de marionnettes, et pour créer aussi tout ce qui est effets spéciaux. Il y a de la pyrotechnie, de proximité, des flammes, des choses comme ça. Et tout a été préparé en amont avec des habitants. Et ce jour-là, on va mélanger et comédiens professionnels et habitants pour donner à voir ce spectacle en déambulation dans la cité, dans 5 lieux de la cité. Et là, vous comprendrez du coup pourquoi la cité est intéressante. C'est qu'en fait, elle présente des espaces extérieurs, pour ceux qui vous irez la visiter, je sais pas, en tout cas, elle présente des espaces extérieurs très différents. Et en fait, dans ma pratique, moi, des arts de la rue, j'utilise les espaces extérieurs comme des décors. En fait, comme on fait au cinéma. On se dit, tiens, mais j'aurais besoin d'une maison, ou j'ai besoin d'un jardin, et on va filmer sous tel angle. Ben, moi, je fais le même chemin pour moi pour les spectacles. Je me dis, tiens, pour telle scène, j'aurais besoin, par exemple, pour la scène avec Charybde et Scylla. Vous voyez qui c'est, Charybde et Scylla? Scylla, c'est la créature qui est dans la falaise, qui a plusieurs têtes, qui a 6 têtes et qui à chaque fois happe 6 marins. Et puis Charybde, le gouffre marin qui aspire les navires. Et en fait, par exemple, pour Charybde, on va créer une tête, une queue. Et on va utiliser une structure qui est dans la cité, qui sont des jeux en bois. Et on va créer la tête avec des éléments en bois et la queue avec des éléments en bois. Et en fait, on va utiliser la structure comme corps de l'animal. Ce qui fait qu'au lieu de fabriquer une énorme marionnette, on fait juste la tête, la queue, et on utilise un corps qui est fixe, mais qui mesure déjà 5-6 mètres de haut et 12 mètres de largeur. J'avais besoin d'un rocher pour les sirènes. Alors, j'ai pas fait des sirènes telles qu'elles sont dans Ulysse avec des ailes. On a fait des sirènes aquatiques qu'on a positionnées sur notre rocher, mais on a une sorte de falaise de bitume actuellement dans la nuit qu'on utilise comme rocher. Et en fait, voilà, en jouant avec le décor de la cité, on peut imaginer comme ça des histoires où, à partir d'une histoire, on peut décider d'un trajet en utilisant tel décor, en plaçant le public ici. Là, si je les place au pied de la falaise, ben voilà, on voit les sirènes. Mais sur un autre spectacle, je l'ai placé au-dessus parce que je voulais que le public puisse contempler le vide en dessous. Et voilà. Alors que quand on travaille dans un théâtre, en fait, on part d'un monde abstrait qui est la boîte noire, il n'y a rien dedans. Et chaque élément qu'on va amener va nourrir l'imaginaire du spectateur. Moi, je pars en fait d'un espace qui est déjà plein, mais je choisis simplement où je place mon public pour qu'il puisse voir ce que je veux qu'il voit. Voilà un peu le lien avec la... Et la cité, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut travailler et avec des lieux très différents, et avec des habitants qui sont quasiment là en permanence. Quand on a besoin d'expérimenter une scène d'un spectacle, on peut aller la jouer dehors directement, pour peu qu'on la joue à un moment où il y a les sorties de cours. Ben on a tout de suite 10-20 personnes qui regardent. Parce qu'en fait, on a besoin, pour le type de spectacle que je crée en tout cas, j'ai besoin très vite d'avoir des spectateurs pour pouvoir expérimenter avec eux comment ça marche. Par exemple, pour le spectacle là, sur la reporter de guerre, il y a un moment où les personnages vont chercher de l'eau et on transporte des seaux d'eau qu'on va verser dans un grand conteneur. Et avec 4 comédiens dessus, 4 comédiens, 4 seaux d'eau. C'était pas terrible, on a mis 20 seaux d'eau, mais alors c'était long. Et du coup, on s'est dit, mais si on le faisait avec du public. Donc en fait, toute la scène avec de l'eau, ça se fait avec des spectateurs qui portent aussi, on fait une chaîne, pour aller mettre l'eau dans ce conteneur. Et donc du coup, voilà, là,
en l'expérimentant avec le public, on s'est rendu compte que ça marchait, mais comment on fait pour que ça marche bien? Parce qu'il y en a qui vont jouer, puis il y en a d'autres qui regardent. Comment on place le public, etc. Et ça, on ne peut pas l'improviser sur le moment. Voilà un peu les aspects. Oui, peut-être vous avez des questions par rapport à tout ça. Et du coup, on fait des théâtres dans la cité, mais pas avec des gens de la cité. Si. C'est ce que je viens de dire, on a travaillé avec les habitants de la cité pour... Les acteurs, c'est pas les gens de la cité. Non, il y a des professionnels et des gens de la cité. Donc là, ce spectacle, c'est surtout avec des jeunes. Cet été, on a travaillé avec des habitants de tous âges. C'était aussi autour d'Ulysse, mais on a travaillé uniquement sur la séquence du banquet chez Alkinos, où Ulysse raconte son histoire, et en fait, c'était des migrants qui venaient raconter leurs histoires. Des gens qui avaient fui, qui étaient en errance à cause de la guerre. Et c'était des vrais habitants qui s'étaient inspirés de leurs vraies origines pour raconter... parce que si en fait, on avait fait cette expérience quand on avait travaillé justement sur le spectacle des reporters de guerre, si on prend chaque personne ici, dans cette classe, dans cette salle, on a tous au moins une histoire dans notre famille qui est en lien avec un conflit armé. Et voilà. Et en fait, on se rend compte qu'on a... Et après, on peut mixer ça avec des histoires d'origine. Par exemple, dans la compagnie que j'ai, là, sur le spectacle de sur les reporters de guerre, en fait, j'ai une comédienne qui est japonaise. Sa mère aurait dû être à Hiroshima quand la bombe est tombée. Mais elle n'y était pas. Mais elle a eu une amie, sa mère, qui a sauvé une autre amie au moment où la bombe est tombée. Et il y a eu une amie qui a été un peu brûlée, mais celle qui était devant, qui a protégé l'autre amie, elle a disparu. Et cette comédienne, en fait, je ne l'ai pas embauchée pour ça au départ, mais en fait, elle avait ce lien direct avec... Moi, j'ai perdu un arrière-grand-père à la guerre de 14. J'ai eu d'autres grands-parents qui ont été engagés dans d'autres guerres. J'ai un comédien qui est d'origine russe. En fait, il a fui, sa famille avait fui la Russie au moment des purges, au moment de la révolution de 17. Et j'ai une comédienne qui est d'origine italienne, et c'est pareil, dont la famille a été impliquée dans la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, on se rend compte qu'on est tous marqués par des conflits. Et voilà que c'était intéressant du coup de mélanger dans le théâtre nos vraies histoires avec des histoires de personnages. Et là, dans les skits, ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, pour pouvoir parler aux comédiens, je ne sais pas, vous en avez fait, vous, déjà, du théâtre? Un peu, jamais Ouais. Et en fait, quand on travaille sur un personnage, je ne sais pas si vous, ça vous a intéressé, mais on essaie de trouver des correspondances avec soi. Voilà, on se dit la question, voilà, rentrer dans le personnage, etc. Et en fait, ce jeu des correspondances, il marche bien, et plus on va se trouver de connexions, plus en fait le public peut être bluffé par les correspondances et ne pas arriver en fait à décoller le personnage de l'acteur. Et voilà. En tout cas, chez nous en Occident, c'est l'identification au personnage, c'est une vraie question qu'on se pose et qui est intéressante, qui ne se pose pas par contre. Voilà. Cette notion de personnage, par exemple, c'est quelque chose qui est assez étrange. On fonctionne beaucoup par identification au personnage. On se projette dans les skis, je ne sais pas s'il y en a qui sont imaginés à la place de tel ou tel personnage. Oui, la compagnie travaille... C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que nous, on a postulé à ce projet au Théâtre de la Nuit, pour entrer en résidence au Théâtre de la Nuit, parce qu'on voulait pouvoir travailler au quotidien sur un territoire, avec des habitants. Jusque-là, depuis 20 ans que la compagnie existe, on a mené plusieurs projets de territoire, mais on arrive de manière un peu, on arrive de manière nomade.
fait, par exemple, quand on a travaillé sur le projet Rousseau, c'était à Montmorency. On a travaillé pendant 1 an, mais on y allait une fois tous les 15 jours. Et donc, en fait, on n'était pas en lien permanent avec les habitants. Là, ce que je souhaitais au Théâtre de l'Amour, en étant vraiment sur le territoire, c'était pouvoir travailler au quotidien. Et au quotidien, ça veut dire que le théâtre est ouvert tous les jours, il y a des gens qui ouvrent la porte, qui viennent s'enseigner, s'il y a un spectacle, s'il y a des ateliers. Voilà. Et ce type d'échange fait qu'on a vraiment une place particulière. Et également, on ne travaille pas que sur un projet, puisqu'il y a de la programmation, donc des gens qui viennent voir des spectacles, qui viennent voir une œuvre culturelle, mais il y a des temps de débat. On a ce qu'on appelle tous les premiers samedis matin du mois, vous pouvez venir, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, il y a un petit déjeuner à partager. Et on prend un thème, ça s'appelle les palabres, et on parle pendant 2 heures avec un bâton. On fait un sac de parole, on fait circuler ce bâton, et chacun prend la parole pour donner son point de vue sur le sujet en cours. C'était quoi le dernier sujet? Alors là, on fait des chapeaux sur 3 mois. Donc le grand chapeau, là, c'était se réapproprier le monde. Et le chapeau, la dernière fois, le sujet, la dernière fois, c'était sur comment diffuser, qui diffuse l'information. Donc le premier, c'était sur la consommation, consommer autrement, et diffuser autrement. Et le prochain sera sur la démocratie autrement. Et, voilà, et c'est très riche parce que d'un seul coup, c'est les débats qui sont des débats citoyens. Ben ça, je ne pouvais pas l'avoir, je ne peux pas le faire quand je ne suis pas impliqué sur un territoire. Parce qu'en fait, ça devient une action qui n'est plus l'action de... C'est pas une action théâtrale en soi-même. Par contre, dans un théâtre, ça a pour moi tout son sens parce que c'est un débat citoyen. Et le théâtre, c'est un lieu de la cité. C'est un lieu citoyen. J'ai une question dans le film Crimo. Il veut prendre le rôle d'une autre personne parce qu'il est fasciné par une fille, mais il n'arrive pas à jouer en fait. Il n'arrive pas à jouer et la prof n'arrive pas à lui mettre le pied à l'étrier. Elle ne le fait pas progresser. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais dans des situations comme ça où tu vois des blocages, où les gens n'arrivent pas à sortir de... Qu'est-ce que tu fais? Parce que Je n'ai pas de réponse toute faite. En fait, c'est pas simple, mais on se retrouve quand on travaille avec des comédiens tout le temps avec des situations de blocage. Parce que on est tous des êtres humains avec nos fragilités. Et sur nos zones de fragilité, en général, on met des carapaces, des verrous, et c'est les endroits où on ne laisse pas n'importe qui entrer. Et en fait, même avec des comédiens qui ont de l'expérience, il y a des endroits qu'on n'arrive pas... Par exemple, j'ai un comédien avec lequel je travaille souvent, qui a énormément de difficultés à se mettre en colère, en jeu. Je pense... moi, de lui au quotidien, qu'en fait c'est quelqu'un qui a très peur de sa propre colère. Et donc il se met jamais en colère, au quotidien. Mais du coup sur scène, il n'arrive pas non plus à se mettre en colère. Sauf que moi j'ai besoin des fois d'avoir des personnages en colère. Alors pour aller trouver ça, en fait je vais essayer d'utiliser, je pense ça par rapport à l'esquive justement, au thème central du projet, enfin du film, en fait j'utilise jamais des ordres directs. Des consignes directes. J'utilise toujours des consignes indirectes. Pour voir quelqu'un décontracté, je ne vais pas lui dire « Décontracte-toi !» Je le mets en condition pour qu'il puisse se décontracter. Voilà. Mais en fait, là ça paraît évident. Assieds-toi, tu veux un café, voilà. Et je vais avoir quelqu'un de décontracté. Mais en fait, je ne vais pas lui dire « Décontracte-toi !» Et donc avec un comédien que je dois mettre en colère, j'essaie de passer par des éléments indirects, enfin des trajets indirects. Mais par contre, il y a un souci aussi, c'est que, on disait ça tout à l'heure, le corps en théâtre, c'est notre premier outil. Donc, le corps et la voix. Et à l'adolescence, le corps et la voix, enfin à l'adolescence, en fait, jusqu'à 25 ans, de 0 à 25 ans, le corps, il bouge à une vitesse folle, qu'au moment où on commence à se familiariser, il vieillit. Mais voilà, autour entre les 10 ans et 20 ans, mais tout le passage de l'adolescence, en fait, où il y a le corps qui est en train de se sexualiser. Le rapport au corps, il est super problématique. Parce qu'il y a le rapport à l'affect, il y a tomber amoureux, il y a l'autre, et en fait, il y a des endroits de blocage là, qui sont énormes, qu'on peut des fois pas surmonter. Parce que la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, en fait, par rapport à un comédien, quand il est professionnel, c'est qu'il a le désir de travailler, il en a fait son métier. Quand on travaille comme ça avec des amateurs, il y a le désir de participer à l'atelier, mais des fois il y a les parents qui ont dit qu'il faut participer, ou le prof qui dit qu'il faut faire le spectacle.
Et en fait, il est où le désir là, de cet ado dans ce projet? Il est clairement dirigé vers la fille, mais pas forcément vers le théâtre. Quoi. En fait, c'est pas facile. J'avais monté toute une série de séquences comme ça autour de l'adolescence en piochant dans les grands textes du répertoire. Il y a des couples de jeunes chez Shakespeare qui sont intéressants. Alors, il y a Roméo et Juliette, mais il y a par exemple dans Le songe d'une nuit d'été, il y a des jeunes couples. Et c'était intéressant de voir plusieurs aspects que j'avais pioché dans le théâtre français aussi. Et c'était très direct du coup de faire travailler à des adolescents des situations où ce sont des adolescents qui sont dans leur problématique amoureuse. Bah, c'était pas simple à bosser. Hein. C'était pas simple. Il y avait des endroits où ça coinçait et puis des endroits où ça marchait. Mais parce que là, du coup, là, on disait, les corps, les cœurs sont directement exposés et à un moment où en fait tout est problématique. Et l'affect et le corps. Et voilà. Donc c'est un âge particulièrement pas simple parce que tout est en bouleversement. Des questions même sur le film? Des choses que vous avez dites, des remarques? Vous avez aimé ce film? Vous avez, Oui, la fin. Je suis un peu déçue, c'est obligé. Ouais. Pourquoi déçu? Parce que on ne pas déjà l'histoire, quoi. C'est pas la fin, en fait. C'est quoi? Mais c'est pas grave, Il y a un truc qui s'est loupé, quoi. Ouais. Mais peut-être qu'il y a le théâtre où on peut choisir là, comment ça se termine, puis en fait dans la vie des fois ça nous échappe un peu. Ça c'est encore une autre question. On a parlé des personnages, on a parlé des lieux, mais parler des histoires au théâtre et au cinéma, il y a des façons différentes de raconter des histoires. Il y a des histoires qui sont pleines et qui nous rassasient, et puis il y a des histoires qui nous laissent sur notre faim. Et ça dépend aussi, encore une fois, de l'intention de l'auteur. C'était un cinéaste iranien là, qui est mort il y a peu de temps, qui disait, moi, quand je fais des films, je veux que les gens ils sortent, ils aient faim. Il dit, j'étais allé voir Avatar, mais je suis sorti, j'avais plus faim. Et il dit, j'étais fasciné par les techniques, mais en fait, c'est des films dont il sortait et il disait, j'ai tellement été nourri, gavé, en fait, c'est comme s'il avait mangé 15 cheeseburgers et 12 coca, et il se sent plein, mais du coup, il n'a plus envie d'agir sur le monde. Et lui, il avait envie de faire des films. Quand tu sors du film, tu as envie que ça se passe autrement. Et en fait, le film, d'un seul coup, peut susciter l'envie que ça se passe autrement. Et peut-être, du coup, le film, la fin vous dérange, mais peut-être il est réussi à cet endroit-là. C'est que derrière, vous auriez envie que ça ne foire pas comme ça, l'histoire. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à la fin? Comment elle aurait dû faire? Comment ça pourrait se terminer le film, pour que ça soit bien? Pour vous, que ça vous satisfasse? Elle aurait dû accepter ça demain. Comment? Dans la voiture? Ah, la réponse. Non, à la fin, il la rejette. En fait, vous auriez aimé que les deux se mettent en couple. Bah oui, moi j'ai c'est dans une relation. Ouais. Non. Tout ça pour au final, il n'y a rien en fait. Parce qu'il n'y a pas la réponse. C'est ce que je dis. Il fait une histoire pour au final, on ne sait pas s'il veut ou pas. Qu'est-ce qu'il a manqué alors entre ces personnages, entre ces deux êtres humains, pour que ça se passe la rencontre? J'entends pas. Entre lui et elle, entre les Primo et deux héros. Qu'est-ce qu'il y a manqué? Pour que l'histoire se fasse, parce que la frustration elle est là, c'est en fait ils sont pas ensemble, quoi. Bah oui, c'est juste pour savoir. On ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'elle avait pas envie et lui, il n'a clairement pas pris en considération par rapport à il était nul. D'accord. Donc c'est finalement plutôt satisfaisant comme ça. Bah non, parce qu'il devait retourner avec Magali. En fait, ils n'ont pas envie au même moment. Oui, voilà. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que ça vous fait réfléchir sur ça et comment on la formule l'envie à l'autre
Et comment on... Peut-être il leur a manqué un peu de dialogue entre eux. Une capacité à s'écouter, à se parler. C'est pas simple. Hein, la vie, c'est un peu... sur scène, on peut tout préparer longtemps à l'avance, mais la vie, c'est un peu comme un plongeon, quoi. On saute du 5 mètres, et puis si on a mal pris son élan, si on ne fait pas comme il faut, on s'éclate sur l'eau. C'est trop tard. On le sait une fois qu'on est dans l'eau. Et est-ce que dans ton travail, tu vois des écarts tels que les écarts qu'on voit dans le film entre le langage du quotidien et le langage sur scène? Parce que Lydia, elle a un langage très très cité, et d'un seul coup sur scène, elle a un langage extrêmement châtié. Est-ce que ça t'arrive à... Enfin, c'est quelque chose que tu cherches d'une part, et est-ce que tu le vois? Alors moi, il se trouve que je suis un metteur en scène particulier, parce que j'écris aussi. J'écris les textes de mes spectacles. Et en fait, j'ai une langue qui est très très écrite, qui est plutôt châtiée. Enfin, ça m'est même arrivé d'écrire en vers. Avec des fois des situations qui sont des situations très concrètes et très simples. Et du coup, c'est pas toujours facile de... En fait, ce qui est important, c'est quelle émotion on a envie de faire passer. Parce que tout ça, c'est la seule chose dont j'ai pas parlé, en fait. Moi, le théâtre, ça m'intéresse, mais c'est uniquement pour les histoires des émotions qu'on arrive à transmettre à travers le théâtre. Et des conséquences que ça a. C'est... La catharsis. La catharsis, voilà, c'est ce qu'on disait, la purgation des passions. En fait, de voir sur scène des personnages à qui il arrive des histoires, en fait, on passe par un concentré d'état émotionnel dans un film. Vous avez ri, vous avez été frustré, vous avez été amoureux, amoureuse, vous êtes identifié à un personnage, vous avez été... il vous est arrivé plein d'émotions en l'espace de 2 heures. Dans la vie, on a rarement autant d'émotions, à part sous acide, en l'espace de 2 heures. Il y en a qui suivent. Et donc une pièce de théâtre réussie, ça peut être une pièce qu'on déteste. Ça peut être une pièce qu'on déteste, mais oui, c'est ça la question. Mais toute la question est là, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Il y a des metteurs en scène qui font ça, qui ont fait des spectacles où ils sont super contents quand les gens partent en hurlant pendant la représentation. Le but de tout le monde n'est pas forcément d'être aimé. Ça, c'est assez curieux. Mais en tout cas, voilà, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est les émotions que provoque le spectacle. Et c'est pour ça que je suis particulièrement sensible à la justesse d'un comédien dans une situation. Et du coup, le texte, il pose question. Comment être juste avec le texte de Marivaux? C'est comment on peut être juste? On ne parle pas comme ça. D'ailleurs, on n'a jamais parlé comme ça. Et ben non, c'est la langue écrite. En plus, c'est pas propre au français, on a une langue écrite qui est très très différente de notre langue parlée. Qui est liée à l'histoire de notre langue. Et donc en fait, c'est un vrai problème. Alors moi, j'ai trouvé un truc, c'est que j'écris des trames de texte pour les comédiens, pour du texte que je veux qu'il soit dit. Donc en fait, ils ont des repères, des sortes de rendez-vous dans le texte où ils savent qu'il doit être dit ça, puis il doit être dit ça, puis il doit être dit ça dans cet ordre-là. En fait, ils vont le dire avec leurs mots. Puis après, il y a des comédiens qui sont plus ou moins, habiles à ce type de travail. Il y en a qui vont avoir tendance à sortir du rôle et à être trop eux, puis d'autres au contraire qui vont vraiment être le personnage, qui vont conserver l'idée de la langue telle qu'elle l'est dans le personnage, avec le texte vraiment écrit et appris par cœur, dans ces moments improvisés. Et, par exemple, j'ai beaucoup de spectacles avec des stations, comme je l'explique là dans ce qu'on va faire en décembre. J'ai monté par exemple un Alice au Pays des Merveilles, où on croise, il y a la première scène avec les 2 sœurs, puis la scène avec le lapin, etc. Et en fait, Alice est avec le public d'une scène à l'autre. Et c'est hyper important qu'elle soit avec le public, parce qu'elle parle en permanence au public, et elle raconte des éléments de l'histoire qui sont importants pour ce que le spectateur va voir après. Par exemple, Alice, elle a un chat, dont elle parle, qui s'appelle Dina, c'est une petite chatte, et en fait, quand elle tombe dans le trou dans le terrier du lapin, elle pense à son chat qui s'ennuierait parce qu'il n'y a pas de souris dans le terrier du lapin. Et ben, si on n'a pas parlé du chat d'Alice avant, en théâtre, qu'est-ce que ça vient faire ce chat dans l'histoire? Voilà. Et du coup, après, elle a un intérêt particulier avec le chat du Cheshire.
Parce qu'en fait, elle aussi, elle a un chat. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là, le personnage peut les donner en proximité du public, avec une langue qui est... Moi, je sais qu'elle doit parler du chat, que le chat s'appelle Dina. Après, je ne sais pas comment la comédienne le gère. Suivant le spectateur avec qui elle va improviser le texte autrement. Elle va demander, et vous avez un chat, vous aimez les chats? Moi, je préfère les chiens. Ah oui, moi aussi, j'aime bien les chiens. Et puis après, on va arriver sur une scène en station où là, tout le texte est su par cœur. Et voilà. Ça, c'est le procédé que j'ai trouvé pour pouvoir passer d'un texte plus élaboré, plus écrit, à un texte plus dialogué avec le public. Parce que c'est des temps où le public, en fait, parle, et on ne sait jamais ce que va dire un spectateur, en fait. Merci beaucoup. Je crois que les élèves ont une bonne journée. Et en tout cas, on remercie Nicolas Saudois qui s'est déplacé pour venir parler de ce travail.